Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième et dernière conférence, enfin cette seconde conférence, on pourrait dire, dans le cadre du cours méthodique et populaire de philosophie. Le sujet que j'ai proposé à François Julien est celui-ci, le geste galiléen partant de Big Data, et on pourrait ajouter et d'intelligence dite artificielle. Alors l'argument que j'avais proposé à François Julien pour justifier ce cours est le suivant. Comme moi, vous observez que régulièrement, les journaux nous informent que l'intelligence artificielle bat, entre guillemets, l'intelligence humaine dans certains secteurs ou dans certaines activités, comme les jeux d'échecs, le jeu de Go et quelques autres. En d'autres termes, le silicium écrase parfois le neurone. Nous sommes donc, et nous le savons, des êtres imparfaits, du moins en certains domaines, et nous ne pouvons plus prétendre que nous ne le savons pas. Des machines font mieux certaines choses que nous. Dès lors, c'est la question posée, pourrions-nous être tentés d'abandonner notre idéal d'autonomie et de nous confier à la perfection de machines qui pourraient nous relayer et nous dépasser? Et plus concrètement, faire de la science mieux que ces humains particuliers qu'on appelle les scientifiques. C'est-à-dire, est-ce que les machines, l'intelligence artificielle, pourraient faire de la science mieux que nous? Donc c'est la question que je vais essayer de traiter. Et pour prévenir toute accusation d'autoplagiat, au sens où on me reprocherait de dire des phrases qui sont déjà dans mes livres, je voulais signaler que certaines des phrases que je vais dire, quelques-unes, sont dans un livre que je viens de publier qui s'appelle « Matière à contredire ». Donc voilà, je me citerai, quoi. J'ouvrirai les guillemets et je dirai, comme l'a dit Étienne Klein, Bon. Alors, on dit souvent que les sciences dures, notamment la physique, sont des disciplines, des méthodes d'interrogation du réel qui visent à identifier les causes des phénomènes naturels. En réalité, la notion de cause, prise au sens fort du terme, a posé tellement de problèmes aux physiciens qu'ils ont fini par quasiment l'abandonner. En tout cas, vous n'entendrez pas de physiciens aujourd'hui invoquer de façon explicite la notion de cause, même si le concept de cause demeure présent dans certains de leurs discours. L'idée de cause a disparu, mais le mot cause est encore là. À qui la faute? Eh bien, la cause en est, si j'ose dire, celle identifiée par Bertrand Russell, philosophe anglais, mathématicien, qui a écrit ceci: « Il en va du concept de cause comme il en va de la monarchie anglaise, à savoir qu'on ne l'a laissée survivre que parce qu'on suppose à tort qu'elle ne fait pas de dégâts. » Fin de citation. Et un peu plus loin, Bertrand Russell prend l'exemple de la loi de gravitation et montre comment celle-ci aplatit la notion de causalité. On ne dit plus qu'un corps tombe à cause de la gravité, on dit qu'un corps tombe selon les lois de la gravité. Dans les mouvements de corps gravitant ensemble, dit-il, il n'y a rien qui puisse être appelé une cause, et il n'y a rien qui puisse être appelé un effet. Il y a simplement une formule qui permet de calculer la configuration du système à n'importe quel instant de sa trajectoire. Fin de citation. Et donc la notion de cause qui a joué un rôle important dans l'histoire de la physique, déjà en philosophie, et je ne vais pas y revenir, avec Aristote et quelques autres, eh bien elle a joué un rôle important au moment de la naissance de la physique, avec Galilée et Newton, donc au XVIIe siècle. Mais au XVIIIe siècle et un peu après, elle a vu son importance décliner en deux étapes. D'abord au XIXe siècle, avec son effacement au profit de la notion de loi physique. Dans l'exemple que je viens de citer, c'est assez clair. Et aussi avec l'assouplissement du déterminisme du fait de l'apparition des probabilités en physique statistique. Quand on démontre que la thermodynamique, c'est simplement une physique statistique, on utilise des probabilités et ça affaiblit évidemment la notion de cause. Et puis surtout au XXe siècle,
lorsque la physique quantique a porté à l'idée de cause le coup de grâce. En effet, et j'en ai déjà parlé en d'autres occasions dans cette salle, l'usage que la physique quantique fait des probabilités interdit qu'on puisse parler, à propos des processus quantiques, de cause au sens strict du terme. Le premier qu'il ait vu, c'est un physicien allemand qui s'appelle Max Born, qui en 1926 étudiait d'un point de vue théorique la façon dont un électron évolue quand il est envoyé sur un obstacle, par exemple sur un atome. Et il a constaté alors que ce qu'on appelle la fonction d'onde, qui est la façon mathématique de décrire l'état de l'électron, est d'abord une simple onde plane, puis elle se modifie peu à peu à mesure que l'électron se rapproche de l'atome, elle se déforme encore plus à proximité de cet atome, et elle diverge finalement pour s'étendre dans toutes les directions. Or, l'expérience correspondante existait, avec des résultats qui étaient parfaitement clairs. Si l'on détecte l'électron sur un écran fluorescent, on ne voit pas une lumière diffuse se répandre sur tout l'écran, comme le laissaient entendre les calculs théoriques, mais au contraire, l'électron arrive en un point donné de l'écran, un seul, où une scintillation signale l'impact. Quand on répète l'expérience avec d'autres électrons, le même phénomène se répète, hormis que le point d'impact sur l'écran n'est plus le même. Il semble donc varier au hasard d'un cas à l'autre. Max Born, dans un article qui lui vaudra le prix Nobel, en conclut que la fonction d'onde ne contrôlait pas le mouvement exact de la particule, mais seulement la probabilité que celle-ci puisse être détectée en un point ou un autre de l'écran. C'est ainsi que, de fil en aiguille, l'idée de cause semble avoir été évacuée des théories scientifiques pour se résorber dans la dynamique même des systèmes. Pourtant, le principe de causalité, lui, demeure parfaitement vivace. Il est désormais épuré de l'idée de cause, on pourrait dire, et il a permis l'élaboration des théories physiques modernes, comme la physique quantique et la théorie de la relativité, et il structure en profondeur les théories physiques qui sont à l'ébauche, comme la théorie des supercordes. C'est ce principe de causalité, débarrassé, j'insiste là-dessus, de l'idée de cause, qui continue d'imposer un ordre obligatoire et absolu entre divers phénomènes, sans que l'un puisse être présenté comme la cause de l'autre. Afin de témoigner de cette émancipation de l'idée de causalité par rapport à ses premières formulations, on pourrait avantageusement, me semble-t-il, le rebaptiser principe d'antécédence, ou principe de protection chronologique, ou principe de dépendance causale. L'idée que porte le principe de causalité, c'est que si un événement a eu lieu, il demeurera éternellement vrai qu'il a eu lieu. Autrement dit, on ne peut pas défaire le passé, on ne peut pas le modifier. Et le seul fait de dire qu'un événement qui a eu lieu est une contrainte très forte qui a des implications dans la façon de construire les théories physiques. Et d'ailleurs, il se décline dans les différents formalismes de la physique d'une façon telle qu'il prend des formes qui dépendent de la façon dont les événements et les phénomènes sont mathématiquement représentés. Autrement dit, les implications du principe de causalité ne sont pas les mêmes dans toutes les théories physiques, même si ce principe est formulé dans toutes les théories physiques. Et il peut avoir des conséquences d'ailleurs qui sont extrêmement contraignantes, et je vais vous donner des exemples. En fait, les conséquences du principe de causalité imposées aux théories physiques s'expriment sous la forme d'interdictions ou de prédictions qui dépendent de façon cruciale de la théorie qu'on considère. Par exemple, en physique newtonienne, mécanique classique, disons, la causalité, le principe de causalité, vient briser le cercle du temps. Elle implique que le temps est linéaire. Linéaire, ça veut dire qu'il ne passe pas deux fois par le même point, et non pas cyclique. Cette ouverture topologique a d'ailleurs suffi à assurer qu'un effet ne peut pas rétroagir sur sa propre cause. Ensuite, en théorie de la relativité restreinte, celle d'Einstein en 1905,
le principe de causalité interdit qu'une particule puisse se propager plus vite que la lumière dans le vide, car une telle possibilité lui permettrait de voyager dans le passé et éventuellement d'y changer le cours d'événements qui se sont pourtant déjà produits. En physique quantique non relativiste, pour ceux qui connaissent, c'est la physique quantique qui s'applique aux objets qui ne vont pas trop vite. En gros, un électron dans un atome qui a une vitesse qui est à peu près 1/100 de la vitesse de la lumière. Le principe de causalité, il est garanti par la structure même de l'équation qui pilote l'évolution de l'état de ces particules, ce qu'on appelle l'équation de Schrödinger. Et la structure de l'équation de Schrödinger garantit que la causalité est respectée. Et enfin, en physique des particules qui est une physique qui est à la fois quantique et relativiste. Quantique parce qu'elle s'occupe de particules, donc de petits objets, redevables de la physique quantique, et relativiste parce que ces particules peuvent aller très vite, à des vitesses qui sont proches de celles de la lumière. Donc il faut une théorie qui est quantique et relativiste en même temps. Eh bien, on a pu démontrer que la prise en compte du principe de causalité dans le cadre de la physique des particules a permis de prédire dans les années 30 du XXe siècle l'existence de l'antimatière qui a été confirmée par la suite par l'expérience. À chaque particule doit être associée une antiparticule ayant la même masse et une charge électrique opposée. Ça, c'est quelque chose qui est impliqué par le principe de causalité en physique des particules, c'est-à-dire par le fait qu'on ne peut pas modifier le passé. Aujourd'hui, de façon plus large, le principe de causalité s'exprime formellement par ce qu'on appelle l'invariance CPT. Je ne vais pas aller trop dans les détails, mais c'est une invariance à laquelle doivent obéir les dynamiques de tous les phénomènes physiques. Qu'est-ce qu'exprime cette invariance ? Simplement le fait que les lois physiques qui gouvernent notre monde sont rigoureusement identiques à celles d'un monde d'antimatière qui serait observé dans un miroir et où le temps s'écoulerait à l'envers. Voilà. Si on fait les trois opérations, changer matière en antimatière, renverser le cours du temps et inverser la gauche et la droite, si on fait subir ces trois opérations dans n'importe quel ordre à n'importe quel phénomène physique, eh bien, on transforme ce phénomène d'une façon telle qu'il peut apparaître très différent de ceux que nous connaissons. Mais ce que dit l'invariance CPT, c'est que les lois physiques qui gouvernent ce phénomène après les trois opérations que j'ai évoquées sont les mêmes que celles qui gouvernent le phénomène initial. Et donc, cette invariance CPT, sans aller trop, encore une fois, dans les détails, a comme conséquence que la masse et la durée de vie des particules doivent être strictement égales à celles de leurs antiparticules, ce qui, pour autant qu'on le sache aujourd'hui, est parfaitement vrai. Et donc, dans sa formulation même, cette invariance rend explicite le lien entre causalité et antimatière, l'antimatière est en somme la preuve matérielle qu'il est impossible de remonter dans le temps et d'y changer le passé. Alors, ces différentes déclinaisons et implications du principe de causalité, si on laisse de côté leurs aspects les plus techniques, sont très claires. Elles sont même si claires qu'elles tendent à masquer une difficulté conceptuelle redoutable. En effet, la notion de causalité ne semble pouvoir être pensée ni même définie indépendamment des événements qui viennent se soumettre à elle et en un sens l'incarnent. De là une certaine ambiguïté de son lien avec le cours du temps, qu'on considère en général comme étant indépendant des phénomènes. Si le cours du temps est contraint par le principe de causalité, cela signifie qu'il est indirectement contaminé par les phénomènes causalement reliés qui se déroulent en son sein. En d'autres termes, et malgré la distinction établie entre cours du temps et phénomène temporel, on s'aperçoit que le principe de causalité vient partiellement les réenchevêtrer. On dit en général, il y a le temps et il y a les phénomènes. Sauf que la représentation du temps est contrainte par le principe de causalité qui, pour être dit, doit se rapporter à des événements. Et donc la séparation entre le temps et les phénomènes temporels qu'on a posés au départ se trouve relativisée par le fait que le principe de causalité met en scène les événements dont le temps est le réceptacle. Et donc, il se pourrait qu'un jour, cette relation entre temps et causalité soit inversée
ou renversée, du moins si l'on en croit certaines théories à l'ébauche aujourd'hui, qui tentent de construire une théorie quantique de la gravitation. Plusieurs voies sont explorées, j'en ai déjà parlé ici, et à ce jour, comme vous le savez, aucune n'a vraiment débouché, mais de nombreux physiciens théoriciens pensent que le concept de causalité pourrait être opératoire à des niveaux plus profonds que l'espace-temps lui-même, de sorte que les travaux qui visent à comprendre la nature et la structure de l'espace-temps font tous intervenir la causalité de façon cruciale. Mais encore une fois, c'est une causalité débarrassée de l'idée de cause, et en disant cette phrase, je me rends compte que je ne dois pas être très clair. Mais on n'est pas obligé non plus d'être toujours très clair. Et alors, dès lors que la physique, comme je l'ai expliqué trop rapidement, a renoncé aux causes proprement dites et a dissous l'idée même de causalité dans celle de loi physique, il nous incombe de clarifier cette dernière notion. Quel lien peut-il exister entre l'univers physique et les lois physiques universelles qui découlent des théories physiques? En d'autres termes, quel est le statut des lois physiques et comment parviennent-elles à s'appliquer aux objets physiques? Quel est le statut des lois? Est-ce qu'elles sont immanentes ou est-ce qu'elles sont transcendantes? D'où vient par exemple que deux électrons porteurs de charge électrique de même signe subissent une force électrique qui a tendance à les éloigner l'un de l'autre, d'autant plus fortement qu'ils sont plus proches? Loi que nous apprenons à l'école. Alors d'où cela vient? Vous répondrez comme moi, cela vient de ce que l'une des lois de l'électromagnétisme leur impose d'avoir ce comportement. Mais la question c'est, par quel truchement? Comment les lois physiques s'appliquent-elles ou s'imposent-elles plutôt aux objets physiques? Est-ce que la loi en question, et là je reviens à l'exemple des deux électrons que je viens d'évoquer, est-ce que cette loi est inscrite au fin fond de leur être? Ou est-ce qu'au contraire cette loi leur est extérieure? Mais dans ce cas, si elle leur est extérieure, d'où provient-elle? Où est-elle installée? Alors, beaucoup de mathématiciens pensent que cette question ne sera jamais résolue parce que c'est une question métaphysique. Ce qui est vrai. Et sans doute ne sera-t-elle jamais résolue, mais il y a quand même des pistes qui ont été proposées par des philosophes, parfois très anciens, je vais citer Platon tout à l'heure, qui s'était interrogé, peut-être pas dans les termes que j'ai utilisés, mais qui avait quand même interrogé le statut des lois intelligibles ou des idées intelligibles chez Platon. Quel est leur statut par rapport au réel empirique que peu ou prou elles gouvernent? Alors, il y a une première piste qui consiste à considérer que les lois physiques seraient des produits de l'intellect, ou du moins qu'elles seraient inséparables de l'intellect. Mais alors, comment la pensée de l'homme, qui n'est qu'une partie micro-infime de l'univers, parviendrait-elle à saisir la structure du tout qui la contient? En d'autres termes, grâce à quelle nature très spéciale les lois physiques pourraient-elles participer à la fois du monde qu'elles structurent et de la pensée qui comprend ce monde? Est-ce qu'il y aurait une parenté de structure, voire une identité, entre l'esprit humain et l'univers? Pour le dire en termes encore plus différents, quand on découvre une loi physique, est-ce que ça nous apprend des choses sur l'univers ou est-ce que ça nous apprend des choses sur notre cerveau? Est-ce que c'est une découverte ou est-ce que c'est une introspection? Voilà le type de question que je tente de formuler. Et si on échappe à cette hypothèse selon laquelle les lois physiques seraient des produits de l'intellect, on peut préférer considérer, avec Platon, l'existence de deux mondes distincts. D'une part, le monde des formes intelligibles, constitué de réalités immuables et faisant l'objet d'une connaissance et d'un discours vrai. D'autre part, le monde des choses sensibles, qui ne sont que des copies approximatives des formes pures.
En langage moderne, cela reviendrait à dire que les équations mathématiques exprimant les lois physiques sont transcendantes et non pas immanentes, c'est-à-dire qu'elles sont indépendantes de l'univers empirique et que ce dernier n'en constitue qu'une image mobile et imparfaite. Le monde serait en quelque sorte un écho physique dégradé de la pureté mathématique qui le tiendrait sous sa coupe. Mais si tel est le cas, alors, s'il y a deux mondes, alors comment le monde des équations parvient-il à structurer à distance le monde des phénomènes? Ou, redit en langage platonicien, comment les formes intelligibles participent-elles aux formes sensibles? En guise de réponse, Platon avait énoncé dans ce livre assez incroyable qui s'appelle le Timée, deux hypothèses qui donnent naissance en fait à deux fictions. Première fiction, celle d'un démiurge qui met en ordre l'univers, et celle de la Khora, K-H-O-R-A, le matériau sur lequel intervient le démiurge en s'inspirant du mieux qu'il peut, mais de manière infidèle, des formes intelligibles. Donc le démiurge regarde les idées pures, intelligibles, et avec sa main manipule la matière brute pour essayer de faire en sorte qu'elle ressemble, par sa forme, aux idées intelligibles qu'il contemple. Donc le démiurge fait office d'intermédiaire entre le monde des idées et le monde empirique. Mais comment ces idées platoniciennes pourraient-elles s'adapter à la physique contemporaine qui est peu friande de démiurges en tout genre? Alors, on aboutit là à une forme, disons, d'embarras, et cet embarras peut nous porter à suivre plutôt l'exemple de Spinoza, selon lequel il n'y a qu'un seul et même univers, mais qui se donne sous deux modalités différentes. D'un côté, un univers matériel et spatial, et de l'autre côté, un univers législatif contenant des lois, des principes et des règles qui sont accessibles à la pensée. Mais là encore, on retrouve un problème qui ressemble au problème platonicien. Comment ces deux modalités d'être de l'univers communiquent-elles? Par quelle médiation les lois de la matière, qui relèvent du deuxième mode, parviennent-elles à s'imposer à la matière qui est située, elle, dans le premier mode? Si je vous dis ça, c'est que je veux simplement vous faire comprendre que les questions les plus vives de la physique contemporaine, notamment de la cosmologie, parce qu'évidemment, quand vous parlez de l'origine de l'univers, du Big Bang ou d'autres phénomènes qui ont lieu dans l'univers primordial, vous le faites toujours en invoquant des lois physiques quand vous êtes physicien. Et du coup, ça pose la question du statut des lois par rapport à l'univers. Est-ce que les lois étaient déjà là? Est-ce qu'elles sont apparues au cours de l'évolution de l'univers ou est-ce qu'elles ont préexisté à l'univers? En d'autres termes, est-ce qu'elles sont immanentes ou est-ce qu'elles sont transcendantes? Si vous dites qu'elles sont transcendantes et si vous dites qu'elles ont suffi à engendrer l'univers empirique qui leur obéit, alors vous faites des lois physiques l'équivalent d'un Dieu créateur. Et donc la question du statut des lois est une question vraiment cruciale, et je m'étonne, et c'est pour ça que je la cite aujourd'hui, je m'étonne qu'elle soit rarement explicitée dans les discours qui interrogent l'origine de l'univers. Et donc, la question, c'est parmi toutes les pistes qu'on peut imaginer à propos du statut des lois physiques, auquel accorder le plus de crédit. Il me semble, et c'est pour ça que je vais me permettre de parler du Big Data, c'est que la réponse qu'on peut donner à ces questions s'annonce d'autant plus délicate qu'il y a justement cette arrivée du Big Data. Tout le monde en parle, à juste titre, puisque le Big Data, il paraît qu'il faut le dire au singulier, même si data est au pluriel. Le Big Data couplé à l'intelligence dite artificielle, il a déjà, et il aura plus encore dans l'avenir, un impact majeur sur les technologies, sur le travail, sur les emplois, l'économie, la médecine, les relations interpersonnelles,
le commerce, etc. Et il aura aussi un impact majeur, à l'évidence, sur les sciences, notamment sur la manière de mener les recherches, et peut-être aussi sur le statut même des lois physiques que je suis en train de questionner. Alors de quelle façon? De quelle façon le big data va-t-il rétroagir ou agir sur la façon de faire de la science, notamment sur la façon de faire de la physique? Alors, la dernière fois, lors du premier cours, j'ai beaucoup parlé de Galilée à propos des expériences de pensée qu'il a faites autour de la chute des corps ou autour d'expériences mécaniques. À juste titre, on considère que Galilée est l'inventeur de la science telle que nous la pratiquons depuis 4 siècles et dont les 2 grands piliers sont la théorisation et l'expérimentation. On rompt avec l'observation directe. On ne pense plus que c'est l'observation qui délivre de par elle-même, lorsqu'elle est attentive, les lois qui pilotent les phénomènes qu'on observe. Pour comprendre les lois physiques, qui sont des lois cachées dans les phénomènes, il faut d'abord théoriser, regarder ce que la théorie qu'on élabore a comme implication, et ensuite réaliser des expériences spécifiques qui essaient de montrer si les prédictions sont vraies ou non. Et donc, le scénario, la façon d'inventer cette science moderne consiste d'abord à élaborer des hypothèses qui conduisent à la formulation de lois qui sont ensuite testées grâce à des expériences spécifiques, souvent très éloignées de la simple observation. Par exemple, et je vous l'ai raconté longuement, lorsque, en 1604, Galilée énonce que tous les corps, quelle que soit leur masse, tombent à la même vitesse, il formule une loi qui n'est ni conforme aux données empiriques de l'époque, ni directement observable, puisqu'elle ne sera directement observable qu'à partir du moment où on pourra faire le vide, alors qu'à l'époque de Galilée, la question de l'existence du vide est l'objet d'une controverse intense. C'est quand même extraordinaire que Galilée formule une loi sur la chute des corps dans le vide à une époque où on doute de l'existence du vide. Et cette loi ne sera donc directement vérifiée que beaucoup plus tard. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la science moderne est née sans données. Il n'y avait quasiment pas de données empiriques. La loi découverte il y a plus de 4 siècles par Galilée est toujours la bonne loi de la chute des corps. À l'époque, on ne pouvait même pas mesurer la vitesse de chute d'un corps qui tombe. On n'avait pas les moyens. Et si on faisait une expérience consistant à laisser tomber d'une certaine hauteur dans l'atmosphère des objets lourds et des objets moins lourds, on voyait qu'ils ne tombaient pas à la même vitesse. Ou en tout cas que la durée de leur chute n'était pas la même pour tous. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a pu trouver des lois qui contredisent l'observation, quitte ensuite à réinterpréter l'observation pour expliquer pourquoi des lois qui disent le contraire de ce qu'on voit expliquent quand même ce qu'on voit. Et la question qui sert de titre à mon exposé d'aujourd'hui est celle-ci. Cette façon de faire de la science que je viens de raconter n'est-elle pas en train de changer sous nos yeux? Avec l'arrivée du big data, ce modèle canonique demeure-t-il toujours vrai? Continuerons-nous d'honorer la pensée spéculative, c'est-à-dire, pour parler comme George Steiner, d'incliner à la gravité enjouée de l'enquête métaphysique? Est-ce que nous allons continuer de devoir formuler des hypothèses et faire des expériences de pensée capables de nous permettre d'identifier certaines lois physiques? Il y a des gens qui pensent que non. Par exemple, en juin 2008, Chris Anderson, qui est le rédacteur en chef de la revue Wired Magazine, a publié un article au titre provocateur qui a fait couler beaucoup d'encre,
dans lequel il répondait par la négative à la question que je viens de poser. On n'a plus besoin d'opérer le geste galiléen. On n'a plus besoin de faire d'hypothèses. Son article s'intitule « La fin de la théorie, le déluge de données rend la méthode scientifique obsolète ». Et si vous lisez ce papier, vous verrez qu'il y défend l'idée que lorsque nous disposerons de suffisamment de données, les nombres, les données, donc ils ont toujours des nombres à la fin, les nombres parleront d'eux-mêmes et les corrélations qu'ils dévoileront remplaceront les relations de causalité que manifestent les lois théoriques. La science, dit-il, va changer de visage, puisqu'elle pourra se développer sans plus énoncer d'hypothèses et sans plus s'appuyer sur des théories explicites. Alors, avant de commenter ce papier et de vous dire ce que j'en pense, il faut quand même que je vous dise 2-3 mots sur le big data. Concrètement, qu'est-ce que c'est que le big data? C'est simplement un ensemble énorme de données brutes et silencieuses. Les données ne parlent pas d'elles-mêmes, elles sont silencieuses, dont le volume augmente à une vitesse prodigieuse. J'ai trouvé un article de 2010, mais ça a dû changer depuis, dans lequel les experts de Google estiment que l'humanité produit en 2 jours une quantité de données équivalente à celle qu'elle avait créée entre la nuit des temps et 2003. Aujourd'hui, c'est encore plus. Là, la référence date de 2010, mais le volume des données que nous engendrons croît à une vitesse extraordinaire. Ces données choisies mémorisent les traces de l'activité d'êtres vivants, nous, de machines, d'objets et leur état successif. La collecte de ces données est principalement automatique, puis ces données sont analysées par des algorithmes qui détectent des régularités, par exemple dans le comportement des consommateurs, des machines, des indices économiques, du trafic routier, etc., etc. À partir de ces régularités, les algorithmes infèrent des règles prédictives que nous avons tendance à considérer comme des normes ou comme des lois générales, voire universelles, alors qu'elles ne sont que la condensation de ce qui a déjà eu lieu. Dès lors que le futur qu'elles configurent n'est que du passé extrapolé, elles ne peuvent correctement prédire l'avenir qu'à la condition que celui-ci prolonge le passé, sans surprise, ni rupture, ni invention. Donc les lois générales de comportement que nous extrayons des données ne prédisent correctement le futur que si le futur ressemble au passé. Alors comme ce soir il y a un match important de la Ligue des Champions, nous sommes le 14 février 2018, je rappelle que les premières grandes victimes au sens économique du terme du big data, c'est les joueurs du Paris Saint-Germain. Puisque l'année dernière, ils ont été battus 4-0 au match aller. Non, ils ont gagné 4-0 au match aller contre Barcelone. On regardait dans les statistiques, on vu que jamais une équipe qui avait gagné 4-0 à l'aller n'a été remontée au match retour. Donc ils ont pensé que c'était gagné. On dit que la veille du match retour, ils ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Et ils se sont pris 6 buts. Parce qu'il s'est passé quelque chose qui échappait à la régularité des données enregistrées dans le passé. Voilà. Donc, si on privilégie de cette façon l'induction, c'est-à-dire on pense que les lois sont directement extractibles des phénomènes. Les données contiennent les lois, elles les expriment. C'est ça l'induction. Eh bien, si on privilégie de la sorte l'induction, est-ce qu'on ne fait pas exagérément confiance à une certaine uniformité du cours de la nature, et ce qui nous pousse à croire que certaines choses n'arriveront pas au motif simple qu'elles ne se sont jamais produites. Au seul motif qu'elles ne se sont jamais produites.
Alors, je ne suis pas en train de critiquer le big data, là, je suis en train de critiquer une certaine façon de s'en servir. Parce que je suis assez conscient pour dire que le big data, par ailleurs, ouvre des perspectives fascinantes, notamment celle de redécouvrir des lois universelles déjà connues, par la simple analyse de données massives, ou bien peut-être d'en identifier de nouvelles qui nous ont échappé jusqu'à maintenant. Il peut également aider à la compréhension de phénomènes impliquant de très grands nombres de variables quantifiables, par exemple pour la météorologie, pour le climat, pour les comportements électoraux, l'usage des réseaux sociaux, le trafic automobile, etc. Mais il est également envisageable que nous nous égarions dans l'identification de multiples corrélations, pas forcément bien interprétées. Donc si on fait un usage intensif du big data, et on est parti pour le faire, alors il faut organiser une pédagogie des statistiques. Sans quoi on va être soumis ou victime de toutes sortes de manipulations. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une corrélation n'est pas la même chose qu'une relation de cause à effet. Or, notre esprit, notre entendement, ça a été démontré par Émile Meyerson, a tendance à interpréter toute séquence d'événements comme une conséquence. Quand nous voyons un événement A se produire, puis un événement B, nous ne pouvons pas nous empêcher, dans beaucoup de situations, de penser que A est la cause de B. Les séquences sont entendues comme des conséquences. Qu'est-ce que c'est qu'une corrélation ? C'est simplement quelque chose qui marque le fait que deux grandeurs semblent dépendre l'une de l'autre, au sens où si l'une augmente, l'autre augmente ou décroît de la même façon, entre guillemets. Elles sont corrélées, c'est-à-dire elles varient l'une avec l'autre de la même façon. Par exemple, il y a quelques mois est paru un article démontrant que dans une université américaine, les étudiants qui sont les plus gros consommateurs d'alcool ont tendance à avoir les résultats scolaires les plus mauvais. Plus ils boivent d'alcool, moins leurs résultats sont bons. C'est une corrélation. Comment est-ce que la presse a interprété ce résultat ? En disant que l'alcool était la cause directe de cette baisse de niveau. C'est parce qu'ils boivent que leur niveau est moins bon. Est-ce que c'est ce qui a été démontré par l'article ? Pas du tout. Absolument pas. Il ne faut pas aller aussi vite en besogne. On peut certes imaginer que l'alcool rende stupide. Mais il y a d'autres hypothèses qu'on peut envisager qui sont des hypothèses qu'il faut étudier. Les étudiants qui boivent de l'alcool sont peut-être des étudiants qui, à la base, sont de moins bons étudiants. Ou bien, il se pourrait qu'ils soient moins assidus que les autres les lendemains de cuite. Ce qui engendrerait leur déboire, si j'ose dire, aux examens. Ou bien encore, on pourrait imaginer qu'ils boivent plus que de raison afin de calmer leur peur d'échouer ou pour noyer des chagrins n'ayant rien à voir avec leurs études. Démontrer qu'une corrélation qu'on a détectée correspond à une causalité, c'est un travail extrêmement difficile et très long. Par exemple, dans le cas qui nous occupe, il faudrait prendre les étudiants qui boivent, couper la population en deux, dire à la première moitié, vous continuez comme avant, vous buvez comme avant, et puis aux autres, on dit, vous continuez comme avant, sauf que vous cessez de boire. Et là, on compare. Et ça va prendre du temps, et il faut des échantillons très grands. Et d'ailleurs, la conclusion de l'article que j'ai cité, c'était de dire, pour en savoir plus, il faudrait mener des études complémentaires, etc., que personne ne fait jamais. Que personne ne fait jamais. Et la corrélation est interprétée, notamment dans la presse,
comme une causalité, ce qui produit toutes sortes de manipulations. En d'autres termes, une corrélation manifeste n'est pas nécessairement la manifestation d'une relation de causalité. Ce n'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on a le droit de dire qu'il a plu des grenouilles. Mais il arrive très souvent que nous confondions les deux notions, à la manière d'un Coluche conseillant de ne jamais aller à l'hôpital au motif qu'on y meurt en moyenne plus souvent que chez soi. Oui, il n'y a rien de plus dangereux que d'aller à l'hôpital, puisque c'est là qu'on meurt. Et donc il y a la crainte, la possibilité, disons, qu'avec le big data, au lieu de théoriser, nous cédions aux facilités de l'induction et délaissions le geste théorique de type galiléen, celui qui consiste à énoncer des hypothèses portant bien au-delà des données disponibles. Et pour terminer, je voudrais, en guise d'exercice de réflexion, considérer un cas qui m'est cher, qui est le cas d'Einstein. Vous savez qu'en 1915, j'en ai parlé lors du premier cours, Einstein a publié sa théorie de la relativité générale, qui est une nouvelle théorie de la gravitation, qui change complètement la façon de la comprendre. C'est-à-dire, au lieu de dire la gravité est une force qui s'exerce entre les objets dans l'espace, elle invite à considérer que la gravitation n'est pas une force, mais une déformation de la métrique de l'espace-temps. Et donc, les objets qui subissent la gravitation ne subissent pas de force, ils vont en ligne droite, mouvement inertiel, dans un espace-temps qui est déformé par les objets et l'énergie qu'il contient. Une sorte de révolution conceptuelle incroyable. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'un siècle plus tard, donc aujourd'hui, nous utilisons la théorie d'Einstein pour faire de la cosmologie scientifique. Un siècle plus tard, c'est toujours les mêmes équations qu'on utilise. Maintenant, essayons de nous souvenir de ce que nous savions en 1915 sur l'univers par rapport à aujourd'hui. La réponse est « on ne savait rien ». C'est-à-dire que Einstein a conçu sa théorie sans données. Par exemple, on ignorait qu'il existait d'autres galaxies que la nôtre. On ne savait pas d'où vient que les étoiles brillent. On n'avait pas identifié les réactions nucléaires. On n'avait aucune idée de la façon dont les étoiles deviennent capables de rayonner de la lumière. En guise d'objets célestes, on connaissait les étoiles, mâles, les planètes, les comètes, les météorites, c'est tout. Pas les quasars, pas les trous noirs, pas les naines blanches, pas les étoiles à neutrons. Tout ça n'existait pas. D'accord ? On ne savait évidemment pas que l'univers était en expansion. Einstein lui-même pensait que l'univers était statique. Donc à cette époque, sur l'univers en tant qu'objet physique, on ne savait rien. Et d'ailleurs, c'est la théorie d'Einstein qui, pour la première fois, va permettre de considérer, grâce au formalisme qu'il met sur pied, l'univers lui-même comme un objet physique. C'est-à-dire un objet qui a des propriétés globales qui ne sont pas réductibles à des propriétés locales. Par exemple, la courbure généralisée de l'espace-temps, c'est une propriété de l'univers. Ce n'est pas une propriété de quelque chose qui serait dans l'univers. Donc l'univers devient lui-même un objet physique. Et donc la théorie d'Einstein, et j'insiste là-dessus, est née alors qu'on avait très peu de données. On en avait évidemment. Il y avait les équations de Newton pour la gravitation, on connaissait la dynamique, la cinématique des planètes, etc. Mais on connaissait très peu de choses par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Or, les équations d'Einstein dont je parle
D'une part, se sont parfaitement accommodées de la quantité gigantesque de données recueillies depuis un siècle par les télescopes et les satellites. D'autre part, elles ont permis de fonder une véritable cosmologie scientifique, qui est celle que je viens de décrire. Ces mêmes équations d'Einstein ont permis dès 1916 à Einstein de prédire l'existence des ondes gravitationnelles, c'est-à-dire un siècle après leur première détection, en septembre 2015, ce qui démontre que sa théorie peut non seulement enrichir l'univers de données, mais également agir comme un treuil ontologique capable de faire apparaître de nouveaux éléments de réalité. En d'autres termes, la théorie d'Einstein en dit beaucoup plus que les données, notamment par le fait qu'elle explicite des lois que les données n'illustrent jamais que de façon partielle. Or, vous entendez beaucoup de gens dire que les données sont plus riches que les lois. Moi, je pense que c'est l'inverse. Voilà, les données sont moins riches que les lois, puisque les lois, la théorie, en dit beaucoup plus sur l'univers, puisqu'elle permet de prédire des choses qu'on n'a jamais vues. Et qui donc, par définition, ne sont pas dans les données. Imaginons maintenant, on va faire une expérience, disons, d'histoire contrefactuelle. Imaginons maintenant, c'est une sorte d'expérience de pensée, que les choses se soient passées dans l'ordre inverse. C'est-à-dire que nous ayons commencé avec toutes les données dont nous disposons aujourd'hui, mais sans avoir à notre disposition la théorie de la relativité générale. Donc on a toutes les données, exactement comme aujourd'hui, mais on n'a pas les équations d'Einstein. La question est, pourrions-nous, par une sorte d'induction théorique, permettant de passer des données aux lois, découvrir, à partir des données, les équations d'Einstein? Alors, c'est pas sûr. En tout cas, c'est pas prouvé. Il y a quelque temps, j'aurais dit, c'est sûr que non. Mais je suis devenu un peu plus prudent parce qu'il y a quelque temps est paru un article dans Science à partir duquel on démontre, ou dans lequel on démontre que certaines lois physiques simples ont pu être redécouvertes à partir de l'analyse naïve, comme on dit dans l'article, d'un ensemble de données expérimentales. En fait, des chercheurs ont pris un pendule oscillant, ils l'ont relié à un autre pendule oscillant, ça fait un pendule chaotique, complexe, mais ils ont enregistré toutes les vitesses, toutes les positions de ce pendule complexe. Et prétendent qu'avec un logiciel, un algorithme assez naïf, qu'ils ont pu retrouver, à partir des données donc enregistrées, les invariants de la mécanique. Il y a la conservation de l'impulsion, la proportionnalité entre la force et l'accélération, etc. C'est un article qui n'est pas très clair parce qu'on se dit que pour qu'il parle de force, pour que le logiciel parle de force, il faut que le concept de force lui ait été un petit peu un ticket. Il ne va pas, je pense, l'inventer tout seul. Donc, mais n'empêche, à partir de simplement des données, ils ont identifié des invariants qu'ils ont pu, peut-être ensuite dans l'analyse qu'ils en ont faite, interpréter comme étant les invariants de la mécanique. Mais donc, il y a des choses qu'on peut, à ce niveau-là en tout cas, imaginer pouvoir faire. Maintenant, à la question que je viens de poser, est-ce qu'on pourrait retrouver les équations d'Einstein à partir des données d'aujourd'hui? Je pense que la réponse d'Einstein à cette question aurait été et serait négative. Par exemple, il a écrit à l'un de ses amis, Maurice Solovine, une lettre en 1920, qui est celle-ci, dans laquelle il dit ceci: « Aucune méthode inductive ne peut conduire aux concepts fondamentaux de la physique. L'incapacité à le comprendre est la plus grave erreur philosophique de nombreux penseurs du XIXe siècle. » Donc, j'insiste, c'est pas en regardant les données ou les expériences, ce qui se passe, qu'on peut inférer à partir d'elles les lois qui les pilotent. Quelques années plus tard, à Oxford, vous savez, quand il est rentré des États-Unis en 1933, il s'installe en Belgique, puisqu'il comprend, à cause de l'arrivée d'Hitler, qu'il ne pourra pas retourner à Berlin. Il passe quelques mois dans un petit village au bord de la mer qui s'appelle Cocq-sur-Mer, et il fait plusieurs voyages en Angleterre,
notamment l'un pour prévenir Churchill que Hitler, c'est pas du tout le même personnage que Mussolini. Et c'est là que Einstein va cesser de soutenir les objecteurs de conscience au motif que quand on a en face de soi Hitler, on fait son service militaire. Mais c'est pas de ça que je veux parler. À Oxford, avant de quitter définitivement l'Europe pour rejoindre l'Amérique, il précise quelle était selon lui la base de l'invention des idées scientifiques. Et voilà ce qu'il dit. L'expérience peut bien entendu nous guider dans notre choix des concepts mathématiques à utiliser, mais il n'est pas possible qu'elle soit la source d'où elle découle. C'est dans les mathématiques que réside le principe vraiment créateur. En un certain sens, donc, je tiens pour vrai que la pensée pure est compétente pour comprendre le réel, ainsi que les anciens l'avaient rêvé. Fin de citation. Et donc, finalement, en la matière, est-ce que les prochaines décennies, gorgées d'intelligence artificielle et de big data, viendront ou non contredire la pertinence de cet avis? Alors, je ne vais pas trancher la question, mais simplement terminer en vous donnant deux arguments, disons, deux arguments qui permettent d'en douter, disons. En tout cas, qui interdisent d'affirmer que l'intelligence artificielle remplacera intégralement le travail des physiciens. Le premier argument, c'est que l'intelligence artificielle porte bien son nom. Même si le mot intelligence dans l'expression intelligence artificielle vient de l'anglais. Et intelligence en anglais, c'est pas la même chose qu'intelligence en français. Voilà, l'intelligence service, c'est voilà, le renseignement. Voilà. Et il y a toutes sortes de débats en France sur l'intelligence artificielle qui viennent du fait que la traduction n'est pas fidèle. C'est la gestion de l'information. Ce n'est pas une intelligence conceptuelle ou une intelligence générale. Les machines qui nous battent au jeu d'échecs ou au jeu de Go sont des machines qui ne peuvent rien faire d'autre. Alors que les humains qui sont battus au jeu de Go par ces machines peuvent par ailleurs jouer au ping-pong, apprendre une langue étrangère et faire beaucoup d'autres choses. L'intelligence, ce n'est pas l'intelligence pour une tâche, c'est une intelligence assez générale qui comprend d'ailleurs le fait d'avoir des émotions, des projets, de la volonté, etc. Mais en tout cas, si l'intelligence artificielle mérite bien son nom, c'est parce qu'elle est artificielle en effet. C'est une intelligence fabriquée au moyen de techniques informatiques, de sorte que rien ne permet de penser qu'elle soit elle-même pensante. Or, une intelligence, pour qu'elle soit reconnue comme telle, quand elle émet un avis, un diagnostic, une décision, un résultat, doit être capable de nous expliquer comment et par quoi elle argumente cette idée, ce résultat, cet avis, etc. C'est-à-dire qu'une intelligence qui ne sait pas dire d'où il vient qu'elle est intelligente peut nous paraître un peu bête. Et donc, pour doter les machines d'une pensée autonome, analogue à la pensée humaine, il faudrait déjà comprendre en détail les mécanismes de l'intelligence humaine, ce qui est loin d'être acquis, et aussi en donner une définition qui soit à la fois opératoire et exhaustive. Chacun comprend que classer des milliers de photographies mieux, plus vite que n'importe quel être humain est une chose, mais qu'inventer des concepts et les associer les uns avec les autres en est une toute autre. Le deuxième argument tient en ce que les techniques de l'intelligence artificielle, comme le deep learning, pour ceux qui connaissent, l'apprentissage profond, ou les réseaux de neurones, fonctionnent comme des boîtes noires. Personnellement, lorsque je vois un chat, je reconnais aussitôt qu'il s'agit bien d'un chat, et j'effectue une opération qui n'est pas de même nature que celle d'un logiciel d'intelligence artificielle. Lui constate que l'objet qui lui est présenté ressemble à d'innombrables autres chats dont on lui a préalablement fourni les images pour l'entraîner, mais sans que quiconque puisse déterminer comment il effectue ce constat, ni indiquer quelles sont les ressemblances qui font tilt pour lui.
Autrement dit, quand une machine reconnaît un chat, nous ne savons pas dire par quoi elle a pu reconnaître un chat. Et si elle reconnaît mieux les chats que les moustiques, c'est pour une raison très simple. C'est que sur Internet, il y a plus de photos de chats que de moustiques. D'accord ? Il est donc difficile d'imaginer que l'intelligence artificielle pourra élaborer des théories physiques, et encore moins, si d'aventure elle le pouvait, que celle-ci puisse nous être intelligible. Donc jusqu'à preuve du contraire, physicien demeure un métier d'avenir. Mais c'est pas bon, ça pourrait ne pas durer, hein, mais en tout cas pour l'instant ça va de tenir. Et l'intelligence artificielle n'est pas encore à la hauteur des ambitions de son anagramme. L'intelligence artificielle a en effet pour anagramme « Ici finit l'étincelle allègre ». Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule, mais je suis prêt à répondre aux questions si c'est techniquement possible que vous les posiez. Ou alors à voix forte. Je vais répéter votre question pour... Monsieur pose la question de savoir si la notion de cause a été éliminée de la physique. Comment est-ce qu'on peut expliquer des phénomènes comme la Deuxième Guerre mondiale ou une défaite électorale On a envie de comprendre les phénomènes et pour les comprendre, on invoque des causes. Moi, je pense que le bon terme, ce serait raison. Donner des raisons, c'est-à-dire argumenter de façon telle qu'on comprenne comment plusieurs phénomènes ont pu engendrer, parce qu'ils se sont produits. Oui, c'est pas parce qu'une chose se produit qu'elle est la cause de ce qui va suivre, mais le fait qu'elle se produise a des effets sur la suite. La Deuxième Guerre mondiale, par exemple, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a pas une seule façon de l'expliquer. Il y a énormément de causes et on peut déceler sans doute, quand on est historien, ou quand on est psychologue ou sociologue ou d'autres disciplines peut-être pourraient invoquer leurs propres raisons. On peut distinguer les choses qui ont fait que ça a fini par arriver. Mais bon, je pense que le mot cause, là, est trop fort, évidemment. Parce qu'il laisse entendre qu'il y a une chaîne causale directe qu'on puisse expliciter, alors que c'est toujours beaucoup plus compliqué. Comme disait Leibniz, quand il y a 1000 causes, il n'y a plus de cause. S'il y a 1000 causes, c'est qu'il n'y a pas de cause. Mais Einstein, par exemple, dont on moque beaucoup la naïveté, le fait qu'il était dans son monde, etc. C'est en fait tout l'inverse. Il avait une lucidité, notamment sur ce qui se passait en Allemagne en 1933, qu'aucun de ses contemporains n'avait. Einstein, il a tout de suite compris qui était Hitler. Il a tout de suite compris que Hitler voulait la guerre, à la différence de Mussolini. Et que donc, tout ce qu'on donnait à Hitler comme petite lâcheté pour le calmer était sans effet. D'ailleurs, si je me permets de dire ça, c'est parce qu'il y a ce film qui passe en ce moment, Les Heures sombres, et on voit comment Churchill résiste au Parlement anglais qui, lui, veut pactiser avec Hitler. Donc, c'est pas montré dans le film, mais on voit bien que Churchill, 7 ans après, a été convaincu, avait complètement accepté les arguments délivrés par Einstein. Et il savait que ce n'était pas la peine de pactiser avec Hitler. Alors que le Parlement va essayer de sauver les troupes qui étaient à Dunkerque et pour ça de faire la paix avec Hitler. Et l'argument que développe, je ne vais pas la reprendre, Churchill devant le Parlement, c'est exactement ce qu'écrit Einstein en 1933 dans Comment je vois le monde.
Bon, mais on est hors sujet là. Moi, je ne sais pas vous répondre comme ça, parce que moi, j'ai parlé que de la physique. Hein, et dans la physique, on a des lois. On a des lois. Monsieur revient un peu sur la même question. Par quoi faut-il remplacer, enfin, est-ce qu'on doit jeter le mot cause, ou dans quel cas doit-on l'utiliser quand on veut l'utiliser? Moi, ce qui permet d'abandonner la notion de cause en physique, c'est le fait qu'il y a des lois mathématiques, il y a des équations physiques. Dans la vie courante, je pense qu'on aura du mal à se débarrasser de l'idée de cause, parce qu'il y a quand même des endroits où on a envie de lire les phénomènes en les interprétant comme le déroulement d'une chaîne causale. Mais c'est toujours une chaîne infinie. Il y a cette chanson de Desnos, enfin, ce poème de Desnos chanté par Yves Montand. Vous pourrez trouver ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Si je peux retrouver. Je peux même vous le lire. Vous pouvez toujours utiliser la notion de cause dans le langage courant, mais ça va vous donner le vertige. Oui, ça s'appelle la colombe de l'Arche. Maudit soit le père de l'épouse du forgeron qui forgea le fer de la cognée avec laquelle le bûcheron abattit le chêne dans lequel on sculpta le lit où fut engendré l'arrière-grand-père de l'homme qui conduisit la voiture dans laquelle ta mère rencontra ton père. Bon. Oui, il pourrait continuer, quoi. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Bon, la première question de monsieur, c'est est-ce qu'on peut imaginer que l'expansion de l'univers aboutirait à de nouvelles lois physiques? Déformerait la géométrie de ça? Ben, ma réponse sera simple. On peut l'imaginer puisque vous l'avez imaginé. Ensuite, l'autre, c'est sur... Bah, je pense que... Est-ce qu'il y a un langage sous-jacent en mathématiques? Il y a la logique. Il y a des principes. Mais est-ce que ça mérite d'être appelé langage sous-jacent? Écoutez, il faut que je réfléchisse pour répondre intelligemment, parce que là, je suis filmé. Donc si je dis des bêtises, ça va se retrouver je ne sais pas où, et ça va me poursuivre. Donc je dis rien. Mais c'est une bonne question. Voilà. Ah si? Oui, c'est possible. Ah ben d'abord, les équations d'Einstein, il se pourrait qu'en fait elles soient fausses, qu'elles aient un domaine de validité limité, et que si on va plus loin, si on regarde sur des distances plus grandes, on soit obligé de les corriger. Hmm. Oui, sauf que les mathématiques de l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes. Hein. C'est pas des équations, donc c'est des algorithmes. Les algorithmes, ils essaient de trouver les régularités dont je parle dans les données. On montre plein de chats, et puis l'algorithme lui-même, il s'auto-éduque. Plus il voit de chats, plus il est fiable dans l'identification des chats. Mais alors que nous, quand on voit un chat, même si on n'en a vu que 10 dans sa vie, quand on voit le 11e, on dit c'est un chat, quoi. On est quand même là, pour le coup, le neurone bat le silicium, hein, largement. Mais je comprends ce que vous dites. Maintenant, je ne peux pas prédire l'avenir. Ce qu'il y a, c'est que le fait qu'il faut interroger, c'est que ce sont toujours des expériences de pensée, et non pas des expériences tout court, qui ont permis de trouver les lois physiques révolutionnaires.
C'est ça le truc qu'il faut interroger. Comme disait Bachelard, faire de la physique, c'est penser contre son cerveau. C'est penser contre son cerveau. Évidemment, on pense avec son cerveau. Mais ces expériences de pensée nous obligent à ne plus croire ce qui nous semble évident parce que porté de façon apparemment limpide par le spectacle des phénomènes. Et donc, ça nous permet de nous méfier des phénomènes. Or, le big data, au contraire, trouve des régularités. Imaginez par exemple qu'on puisse enregistrer les mouvements de tous les corps qui tombent dans l'atmosphère. Pas très haut, hein, mais tous les corps qui tombent, disons, à 1 km d'altitude. Et on enregistre toutes les données, les vitesses, etc., les accélérations. La question est-ce qu'un logiciel qui aurait toutes ces données serait capable de dire tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr du tout. Et donc Galilée lui-même, il a fait une sorte de passage à la limite. Et ce passage à la limite, c'est un geste de pensée. C'est pas quelque chose que l'algorithme peut faire de lui-même. Donc voilà. Oui. Ouais. Pardon? Oui, Aristote, il avait lu les causes finales, donc c'était encore. Galilée, justement, il s'interdit à penser en termes de cause finale. Il ne veut pas savoir pourquoi les corps tombent. Donc il élimine déjà la question de la cause. Il ne veut pas savoir pourquoi ils tombent, il veut savoir comment ils tombent. Comment ils tombent, ça amène à la loi, et la loi dissout la causalité. Je ne vous vois pas. Ouais. Bon, c'est un grand débat. Hein. Moi, il y a tellement de choses qui sont dites sur l'intelligence artificielle en ce moment que, à vrai dire, je ne sais plus très bien de quoi on parle. Moi, le truc auquel je fais référence dans l'exposé que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle le deep learning. Hein. C'est-à-dire l'apprentissage profond. Il y a d'autres projets qui sont plus ambitieux, qui sont en cours d'études dans les laboratoires de recherche, notamment dans celui que dirige Yann Lequin. Donc je ne sais pas exactement, il parle d'apprentissage prédictif, qui va plus loin que le deep learning. Donc peut-être que ce que je viens de vous dire va devenir caduc assez rapidement, mais je ne vois pas très bien comment des algorithmes pourraient fabriquer des concepts. Voilà, et je ne vois pas non plus comment des algorithmes pourraient faire des expériences de pensée ou des expériences contrefactuelles. Qu'est-ce qui se passerait si? Est-ce qu'un algorithme est capable, à partir d'un jeu de données, d'être amené à se poser la question, qu'est-ce qui se passerait si? Or, qu'est-ce qui se passerait si? C'est la démarche intellectuelle qu'utilisent Galilée, Einstein et tous les autres lorsqu'ils font des expériences de pensée. Que se passerait-il si cette loi que je suppose vraie agissait dans telle ou telle situation que je peux imaginer mais que je ne peux pas observer? Et ça donne un moyen très efficace d'exercer un pouvoir critique sur les lois qu'on considère comme vraies.
Elles peuvent aboutir à des absurdités, etc. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, Einstein, lorsqu'il a utilisé ce mécanisme d'expérience de pensée à propos de la gravité, l'a fait avec un succès incroyable, parce que ça l'a amené à la relativité générale. Quand il l'a fait à propos de la physique quantique, qu'est-ce qui se passerait si deux particules qui ont interagi dans le passé et obéissant à la physique quantique s'éloignaient l'une de l'autre? Ben, il imagine ça et il voit que ça produit des choses auxquelles il ne croit pas. La non-séparabilité, j'en ai parlé. Mais n'empêche que c'est grâce à une expérience de pensée qu'il a vu que ce phénomène était impliqué par la mécanique quantique. Il n'y a pas cru, ce qui l'a conduit à dire que la physique quantique était incomplète. Mais il l'a vu grâce à une expérience de pensée. S'il ne l'avait pas faite, peut-être que personne ne l'aurait vu. Et donc, l'expérience de pensée, c'est quelque chose qui est irremplaçable pour faire parler les équations. C'est-à-dire pour voir ce qui se passerait si les équations étaient vraies. Et c'est quelque chose, puisqu'on parle beaucoup d'enseignement, de la physique, des mathématiques aujourd'hui, c'est quelque chose qui devrait être davantage pratiqué dans l'enseignement. Puisque, par exemple, si vous apprenez les lois de Newton de la gravitation, assez rapidement, on va vous sortir la formule, qui n'est d'ailleurs pas dans les principes de Newton, mais peu importe. La force de gravitation, c'est G, la constante G, fois le produit des masses des deux corps, divisé par la distance qui les sépare au carré. On fait des calculs avec ça, etc. Et donc on vous dit la force de gravitation est une force proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. On apprend ça par cœur. Mais ce qu'on apprend là, c'est l'énoncé de la loi. On n'apprend pas ce qu'elle implique. Et je connais beaucoup de gens qui connaissent par cœur l'énoncé de la loi, mais qui n'ont pas du tout compris ce qu'elle implique. Vous prenez ces gens, vous leur dites, voilà, la Terre tourne autour du Soleil parce que la force de gravitation l'attire vers le Soleil. F égale G M' sur D. Donc c'est la gravitation qui fait tourner la Terre autour du Soleil. Très bien, ils le savent, les gens. Enfin, beaucoup. Maintenant, vous leur dites, je remplace la Terre par une cacahuète. Quelle est la trajectoire de la cacahuète? Il y a un tiers des gens qui vous envoient la cacahuète à l'infini. Un tiers qui la fait tomber sur le Soleil, et un tiers qui dit, je ne sais pas. Or, la trajectoire de la cacahuète est exactement la même que celle de la trajectoire de la Terre. Autrement dit, on peut connaître les formules de Newton et continuer d'avoir une lecture aristotélicienne de la gravitation. Ce que dit Newton avant même d'écrire sa formule, c'est le mouvement d'un corps dans un champ de gravitation est indépendant de la masse de ce corps. De la même façon que deux corps de masse différente tombent à la même vitesse, deux objets de masse différente qui tournent ont la même trajectoire s'ils ont la même vitesse et la même position. Et Newton l'a compris, ça. Nous, on a les équations de Newton. On a des images à la télévision qui montrent Thomas Pesquet qui quitte son vaisseau spatial sans partir à perpète. D'accord ? Il n'a pas la même masse que le vaisseau et on voit bien que ça suit, quoi. Heureusement pour lui. D'accord ? On a vu le film Gravity, que Newton n'a pas pu voir. On a tout ça sous les yeux et on continue de penser que la trajectoire d'un corps dans un champ de gravitation dépend de sa masse. C'est quand même assez étonnant, si vous voulez. C'est quand même assez étonnant. Et juste pour finir, parce que je pense que la pédagogie, si vous voulez, doit montrer que la science, quelle que soit la discipline, en fait, c'est toujours surprenant. C'est-à-dire, ça n'est jamais conforme ni à l'intuition, ni au bon sens, ni à l'observation. Jamais. Jamais. Je vais vous donner un exemple tout simple. Là, c'est des mathématiques. C'est la Saint-Valentin, vous voulez offrir la Terre en cadeau à votre chérie. Donc, vous allez mettre un ruban autour de la Terre qui longe l'équateur. Donc, vous faites un petit nœud,
un paquet cadeau là. Donc vous avez un ruban autour de la Terre, qui fait donc 36 000 km de long. Et vous tendez le ruban, donc il a vraiment la longueur égale à la circonférence de la Terre. Et puis pour vous amuser, vous coupez le ruban et vous lui rajoutez 1 mètre de mou. Donc le ruban, il fait 1 mètre de plus que la circonférence de la Terre. Question. De combien faut-il surélever le ruban tout autour de la Terre pour qu'il soit à nouveau tendu? Ben, 1 mètre à absorber sur 36 000 km, c'est quand même pas beaucoup, hein. Donc on ne va pas le surélever beaucoup, ça va être un micron ou un nanomètre, enfin une toute petite distance. Réponse, 16 cm. Attendez, 16 cm, et attendez, le plus marrant, c'est que cette valeur de 16 cm, elle est indépendante de la taille de l'objet autour duquel vous avez mis le ruban. Si vous le faites autour d'un petit pois, 16 cm. Si vous le faites autour d'un atome, 16 cm. Si vous le faites autour de Jupiter, 16 cm. Je connais personne qui trouve la réponse, alors qu'elle est triviale. On a tous appris à l'école la circonférence d'un cercle est égale à 2π fois le rayon. Mais on n'entend pas cette relation comme une relation de proportionnalité. À cause du 2π, on dit ça tourne, je sais pas. Il y a un angle, je sais pas. Ce que dit cette formule, c'est plus le rayon et la circonférence sont proportionnels. Okay. Donc, quand je fais mon paquet, la longueur du ruban, c'est 2π fois le rayon de la Terre. Donc L égale 2π fois R. Quand je rajoute 1 mètre, que devient la longueur? C'est pas trop dur là. Elle devient L plus 1. Si j'exprime la longueur en mètres, ça fait longueur plus 1 mètre. L plus 1 égale 2π fois le nouveau rayon. Donc le rayon de la Terre plus ce dont je dois le surélever. Donc R plus petit a, qui est la grandeur que je cherche. Donc j'ai L plus 1 égale 2π multiplié par R plus a. Je développe, ça fait 2πr plus 2πa. Le 2πr, il s'en va avec le L. Et il me reste 1 égale 2πa. Donc A égale 1 sur 2π en mètres. Et 1 sur 2π en mètres, ça fait 16 cm. Et vous voyez que le A, il ne dépend pas de R. Il ne dépend pas de R. Atome, petit pois, Terre, Jupiter, même combat. Ça veut dire que si vous voulez tendre une corde qui a 1 mètre de trop autour de Jupiter, qui est quand même beaucoup plus grosse que la Terre, ça sera 16 cm. Qui a l'intuition de ça? Personne. Une fois qu'on le sait, parce qu'on l'a calculé, on le voit. Mais tant qu'on ne l'a pas vu, on n'y croit pas. Je vous laisse réfléchir là-dessus.